Et bonjour à tous. Nouveau décor aujourd'hui, je sais, pas la peine de me spammer avec ça dans les commentaires. J'ai récemment emménagé dans une colocation avec les fameuses ahuries dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Pour le moment, ça se passe bien. Mais j'en parlerai évidemment plus en détail dans une prochaine vidéo. Chose importante là tout de suite, j'aimerais faire une petite FAQ pour les 2000 abonnés qui arrivent très prochainement. Certaines personnes veulent en savoir un peu plus sur moi et je trouve ça relativement flatteur. Donc voilà, mettez pause, faites-vous plaisir, écrivez-moi une petite question dans les commentaires. Les plus pertinentes seront sélectionnées et j'y répondrai au cours de la prochaine vidéo. D'ailleurs, voici le planning des prochaines vidéos en avant-première. On est là pour se faire plaisir ici, il n'y a pas d'entourloupe. S'il y a des suggestions, évidemment, l'espace commentaire est toujours là. Installez-vous confortablement, soyez attentifs. Cette vidéo sera une des plus poussées et philosophiques de ma chaîne. C'est dire, hein, c'est dire. Aujourd'hui, on va parler de conformisme. C'est parti. J'ai eu envie de faire cette vidéo depuis longtemps. C'était suite à cette scène tirée du film Le Cercle des Poètes Disparus. Allez voir ce film. À la limite, si vous l'avez pas vu, quittez cette vidéo de merde et allez voir ce film parce que je vous jure là, enrichissant comme film. Et du coup, c'est au cours de cette scène où Robin Williams il donne un cours en extérieur. Et c'est là où j'ai entendu parler de conformisme pour la première fois. J'étais au lycée quand j'ai pris connaissance de ce concept. Ça a été à la fois très captivant et très bouleversant parce que ça permet de prendre conscience de beaucoup trop de choses. On va commencer par la définition du mot évidemment, déjà parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Et ensuite parce que ça nous permettra de partir sur la même base. Donc le conformisme, comme la racine du mot l'indique, c'est se conformer aux normes. C'est adopter une attitude passive face à un individu ou un groupe de personnes et accepter leur façon de penser ou d'agir. En quelques mots, c'est faire comme les autres. Être un mouton, si on veut être péjoratif. Prenons un exemple tout de suite pour visualiser les choses. Imaginons t'es à table avec un groupe de personnes. Disons allez, repas avec la famille de ton ou ta petite amie. Et là, t'as son oncle qui décide de raconter une anecdote un petit peu graveleuse. Au dénouement, l'intégralité des gens rigole à table, sauf que toi, l'histoire, tu l'as pas trouvé spécialement drôle. Mais le truc, c'est que tu vas quand même rire avec eux, parce que tu veux pas faire tâche. Tu veux t'intégrer. Et c'est beaucoup plus simple de lancer un faux rire que de subir des regards désapprobateurs. Aller dans le sens des gens plutôt que de provoquer un conflit, c'est une bonne stratégie de survie en société. Autre exemple, rappelle-toi quand t'étais au collège, sombre période pour certains, t'étais dans un cours et personne participait. Pas de chance, toi t'avais la réponse, mais soit t'étais trop timide pour lever la main, soit t'avais pas envie de passer pour un faillot. Si t'es dans le deuxième cas, encore une fois, tu fais comme tout le monde, et à juste titre, tu n'as pas envie de subir de pression sociale. Par en connaissance de cause évidemment, combien de fois j'ai pas participé en cours pour pas qu'on me mette dans la case intello. Évidemment, ça aurait pas été comme ça il y a 40 ans, mais comme aujourd'hui on décide de niveler par le bas, l'éducation nationale, hein. Vous vous en doutez bien, chaque individu possède un degré de conformisme plus ou moins élevé. Ça va dépendre de deux choses, les traits de caractère de l'individu et les attributs du groupe dominant. Par exemple, si vous avez tendance à vouloir être aimé ou à être sensible au regard des autres, vous avez plus de chances d'être victime du conformisme. Pareillement, si vous avez une faible estime de vous. A contrario, si vous êtes autoritaire, récalcitrant ou indocile, vous amoindrissez les chances de subir le conformisme. La plupart des gens sur internet qui traitent de conformisme voient ça d'un bon œil comme carburant du bon fonctionnement d'une société. Et c'est vrai qu'être conciliant et faire des compromis, en général, ça aide à bien faire avancer certaines situations. Et on peut pas le nier, mais pour des questions environnementales ou de sécurité routière, c'est quand même le pied, le conformisme. Dans cette vidéo, on va casser un petit peu les codes et on va voir aussi en quoi c'est un véritable fléau. Mais alors déjà, pourquoi on se soumet au conformisme? Il y a une première raison, c'est par complaisance. On cède pour avoir des avantages et éviter la pression du groupe. Ça, on appelle ça du conformisme de façade. Faire des concessions en société, c'est tout à fait acceptable, et c'est pas ça qui va nous intéresser, parce que c'est pas si néfaste que ça pour l'individu. Deuxième raison, et là, attention, c'est pour établir ou maintenir une relation avec l'individu ou le groupe. Et c'est là où ça peut devenir dangereux, parce que ça vous oblige parfois à porter un masque sur le long terme, et donc à modeler vos traits de caractère. Vous gagnez l'accès à un groupe, certes, mais vous perdez votre authenticité. Et quand vous portez un masque trop longtemps, vous commencez à vous persuader que le groupe a raison. Et du coup, vous changez votre système de valeurs en mettant vos principes de côté. En résulte alors ce qu'on appelle une intériorisation. Alors parfois c'est une bonne chose, hein, je dis pas. Imaginons t'es en colocation avec deux pesco-végétariens, ils te vendent ça super bien, niveau environnemental c'est mieux, tu réduis tes chances de choper des maladies cardiovasculaires, hop, et du coup t'adhères au même régime qu'eux. Bénef. Autre exemple, imaginons tu veux plaire à une fille, tu t'intéresses à elle, t'apprends qu'elle fait partie d'une association. Tous les samedis elle va au secours populaire. Tu vas toi aussi décider d'intégrer ce groupe, et ça va intérieurement développer ton altruisme et ta sensibilité. Et ça c'est top. Il y a évidemment des exemples beaucoup moins cool. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas sous-estimer l'influence d'un groupe. À votre avis, les sectes, elles gagnent de l'ampleur comment sinon? Pourquoi rien qu'en France aujourd'hui, il y a encore plus de 500 groupes sectaires actifs? Ben ça c'est grâce au pouvoir du conformisme et de l'effet de groupe. C'est assez dramatique, mais aujourd'hui il y a quasiment 80 000 enfants qui grandissent sous l'influence d'un groupe sectaire. Pas besoin de décrire pourquoi les sectes peuvent être dangereuses. Certains se rappelleront par exemple du Temple du Peuple, qui a provoqué un suicide collectif au cyanure de plus de 900 personnes. On a tous besoin de se sentir acceptés. Donc on a tous un droit légitime d'avoir peur du rejet, peur de subir des pressions sociales, etc. Mais surtout pas au détriment de ses convictions. Conserver ses valeurs et son individualité, c'est hyper important. Vous pouvez pas savoir à quel point. L'acceptation, c'est un truc qui est omniprésent en psychologie. Il y a qu'à voir par exemple les 5 étapes du deuil, ou le biais de confirmation dont on a parlé dans une précédente vidéo. Allez la voir.
Ici, vous faites le deuil de vos convictions en quelque sorte. Convictions qui ont été assassinées par le conformisme. Ce mimétisme, il est naturel. Suivre le groupe, c'est un réflexe de survie qui est archaïque. Et même encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, tu vois une foule de gens qui courent dans une direction opposée à la tienne. Ça va être quoi ton premier réflexe? Bah oui, tu vas présumer un danger et tu vas avoir tendance à les suivre. Et en plus, ça explique bien tous les phénomènes de mode, les stratégies marketing et l'influence des réseaux et des médias qu'on a aujourd'hui. Véhiculer une idée aujourd'hui avec les technologies qu'on a, c'est hyper facile. Surtout véhiculer des fausses idées d'ailleurs. Hein. N'est-ce pas, Johanna? Ça me rappelle un Gémeaux qu'on citera pas. Il y a une expérience très connue réalisée par le psychologue américain Solomon Asch qui montre à quel point le conformisme peut distendre la perception des choses. On va prendre 6 personnes, 5 acteurs et un cobaye. Et on leur fait passer le test suivant. Il faut dire chacun à leur tour à haute voix à quelle ligne correspond la ligne de gauche. Vous voyez bien que l'exercice est très simple, en l'occurrence ici c'est la ligne 1. Il y a grosso modo 100% de réussite sur ce genre de test. Au début les acteurs ils répondent tous bien, du coup le cobaye y a pas de problème. Mais au bout du 3e test, ils commencent à répondre tous mal à l'unanimité. Mais croyez-le ou non, mais 36,8% des cobayes se conforment aux réponses du groupe. Et 75% se conforment au moins une fois avec une mauvaise réponse. Les 3/4 des sujets, je sais pas si vous vous rendez compte, pour un truc qui est une vérité quand même assez absolue. Hein. Là vous allez me dire, c'est pour éviter une certaine pression du groupe. C'est vrai, mais ça va plus loin que ça. H à la fin il prend individuellement les sujets qui se sont trompés et il leur demande individuellement s'ils sont sûrs de leur réponse. Et bien certains maintiennent leurs mauvais résultats. C'est-à-dire que c'est vraiment leur perception de la réalité qui a été altérée. Ici on peut même parler de dissonance cognitive. Vous serez assez surpris de constater que si vous faites des expériences de conformisme avec IRM avant et après, vous allez constater des différences entre les clichés de neuroimagerie. Ça montre à quel point la puissance d'un groupe c'est phénoménal. C'est un truc qu'on subit au quotidien de toute façon, que ce soit par le biais de publicité, de notre entourage, de la hiérarchie, mais aussi des institutions qui sont au-dessus de nous. J'aimerais vous parler du film Will Hunting, film exceptionnel avec Robin Williams, un de mes films préférés d'ailleurs, avec Fight Club et Pulp Fiction. J'adore ces films au point d'en avoir des posters dans ma chambre. Et donc dans ce film, à un moment, il y a une scène où Will il rentre dans un bar, tu vois. Et en gros, il va remettre à sa place un étudiant d'Harvard qui est hyper hautain. Le gars, il sait pas penser par lui-même ni avoir ses propres idées. En gros, le gars, il déblatère juste des passages de livres qu'il a lus pour impressionner une fille et humilier un de ses potes. Et Will, il va le détruire, argumentairement parlant. C'est une boucherie le truc. Rien que pour cette scène, ce film vaut le coup. Tout comme j'ai détruit le pseudo-psychologue de 17 ans qui est venu me traiter de manipulateur et de violeur dans mes DM. J'ai pas oublié Antoine, et je sais que tu vas regarder cette putain de vidéo. Déjà parce que t'as rien à foutre de ta vie, et ensuite parce que les gens qu'on déteste, c'est parfois les gens qu'on a envie. Mais tu vois de quoi je parle quand je dis ça. Donc arrête de faire le gars arrogant anonyme, parce que déjà t'es personne, tes messages ils ont aucun sens et ils puent le seum, à tel point que je me suis demandé si t'étais pas un troll au départ. Donc arrête de faire le mec, lâche ton putain de dislike et remets-toi en question pour une fois dans ta vie. Bref. Du coup, Will, il finira par dire au gars d'Harvard la chose suivante. Tu sais quoi? Dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu réaliseras un truc. T'es pas fait pour penser. Et ça fait très mal. Ça te dit deux choses. Déjà qu'il n'y a pas de corrélation entre ton intelligence et les études que tu fais. Et deuxième chose, c'est un réquisitoire de certaines universités qui ont tendance à te faire suivre un schéma de pensée sans que tu te poses de questions. Et évidemment, si tu sors des sentiers battus, t'as des sanctions. Si par exemple tu te conformes pas et t'adoptes pas un raisonnement de gauche dans les facs de sociaux, t'es automatiquement un fasciste, t'es saqué, voire lynché, et t'auras jamais la moyenne sur certaines UE. Ça, c'est les joies de l'inversion accusatoire, tu sais. Attends quoi, t'as pas le même avis que nous? T'inquiète pas, je joue la carte fainéantise intellectuelle et j'empoisonne le puits. Ça s'auto-réfère par la bien-pensance, mais c'en est parfaite antithèse. Pas de chance, encore une fois. C'est évidemment un scandale, mais à part Alariane, y a personne qui en parle, j'en parle, niquez vos mères. Vraiment, les facs de sociaux, et surtout en région parisienne, c'est devenu Twitter, bordel. Au vu de certains profs de sociaux d'ultra-gauche, tu peux écrire ACAB sur ta copie que ça choquera personne. Des grands malades, putain. Tiens, petite question, petite réflexion tous les deux. Quelle est la raison qui vous pousserait le plus à être victime de conformisme selon vous? C'est une bonne question, je trouve. La réponse est évidemment le danger de mort. Si t'as des soldats nazis qui frappent à ta porte avec des STG-44, tu penses que tu vas nier combien de temps l'existence d'une race inférieure? Pareillement, si le tribunal de l'Inquisition te chope, tu penses que tu vas changer de religion en combien de secondes? Mais alors du coup, comment se libérer du conformisme profond? Comment se libérer d'un conformisme qui est vraiment ancré? C'est bien de parler de tout ça, mais il faut aussi qu'il y ait des pistes de résolution, sinon la vidéo ne sert à rien. Là où le conformisme est le plus insidieux, vous en doutez bien, c'est quand il n'est pas senti par ceux qui le dominent. La clé de voûte du conformisme, c'est l'unanimité du groupe, ou du moins l'écrasante majorité. Dès lors que plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec l'idée véhiculée, il y a une remise en question explicite et des actes. Typiquement, vous prenez les mécanismes de mutinerie, de rébellion ou de révolution célèbre, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous avez exactement ce genre de schéma. Donc communiquer son avis, c'est hyper important. Dites les choses, surtout quand ça vous dérange, mais dites les choses intelligemment. Ensuite, faites le point sur vos valeurs fortes et vos priorités. Et vivez en accord avec. Ne mettez surtout pas un masque pour plaire. C'est pas à vous de changer pour les gens si vos valeurs sont légitimes. T'as peur d'être détesté, renié ou embarrassé? Sachez que l'intégralité des gens dignes de confiance et qui ont de l'importance répondent non à cette question. Et fermement en plus. Après, entourez-vous des bonnes personnes. Vous le savez très bien, mais les gens qui nous entourent déteignent sur nous sans même qu'on s'en rende compte. D'où l'importance de soigner son entourage. Dès lors que vous vous imposez une relation, vous provoquez une entrave à vos convictions. Et étrangement, se morfondre est inutile. Donc débarrassez-vous des putains de parasites. Parfois ça demande du courage, j'en suis conscient, dire les choses c'est pas facile. Y a pas une meilleure façon de trouver du courage, hein, clairement. Pour moi ce qui marche bien, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. 5 secondes, c'est le temps moyen qu'il te faut en général pour trouver des excuses. Alors faire un décompte dégressif de 5 secondes dans sa tête avant d'agir, ça peut être très utile. C'est une astuce de développement personnel qui est relativement moteur. Donc tentez-la, ça coûte rien et ça discipline pas mal en général. Essayez ça pour se lever le matin par exemple. Vous dites ok, je me lève dans 5 secondes.
Et vous faites 5, 4, 3, 2, 1, tac, et t'es levé ensuite. Ou alors t'es sur TikTok pendant 2 heures. Quoi qu'il en soit, agir c'est pas inné, c'est comme le charisme, ça se travaille. Donc, travaillez. Ce que je dis là, ça paraît évident, mais croyez-moi, ça l'est pas pour une majorité de personnes. Et enfin, ayez des rêves, des passions, soyez ambitieux. Combien de gens s'enferment dans une routine à environ 20 ans jusqu'à leurs 60 ans et ensuite regrettent? Beaucoup trop. Vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes avec des regrets au quotidien. C'est incommensurable. Parfois, je parle du French Dream, en rigolant évidemment. Mais il y en a vraiment qui pensent que réussir sa vie, c'est avoir une belle maison, une belle voiture, etc. Félicitations, si tu penses comme ça, ton QI est égal à ta pointure. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent matérialistes aujourd'hui et ça me flingue, ça me bute. Sincèrement, j'ai trop les nerfs là. Parce que du coup, toi, tu crois que de payer une montre Rolex ou Breitling, ça va t'aider à être plus heureux et plus épanoui dans ta vie. Ah ouais? La vérité, c'est qu'on se lasse très vite des biens matériaux. Et ça, tout le monde le sait. Un peu comme un gosse qui déballe ses cadeaux au pied du sapin, tu vois. L'excitation, elle baisse très rapidement. Le problème de la société actuelle, c'est qu'elle sacralise le matérialisme. Parce que ça pousse le consommateur à faire de l'achat compulsif. C'est pour ça qu'on a des tas de conneries comme l'obsolescence programmée, c'est des trucs qui sont complètement intolérables. Ah ouais, ça génère de l'argent, ouais, trop cool l'argent. Du coup, toi, t'es convaincu qu'avoir ton petit pavillon à crédit sur 20 ans et ton Dacia Duster de merde, toute option, c'est le rêve. Mais c'est quoi la réalité? 20 ans plus tard, t'as fini de payer ton crédit, mais tu réalises que t'es pas forcément plus heureux. Tu vis avec des regrets, t'es coincé dans une routine. Alors certes, t'es un petit peu plus libre financièrement, mais tu l'es jamais réellement. Et tu subis. Non seulement le matérialisme t'a rendu envieux, égoïste et antipathique, mais maintenant tu subis ta propre vie. Tu t'ennuies. Et c'est un truc qui te tue à petit feu. Pourquoi il y a autant de crises de la quarantaine à ton avis? Pourquoi la tranche d'âge où il y a le plus de suicides, c'est entre 45 et 49 ans? Big Flo et Oli, ils dénonçaient déjà ça dans une musique il y a quelques années. C'était dans la musique Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde. C'était puissant. T'as un mec lambda, enfermé dans une routine, job de merde, trompé en plus, qui se tue et qui emporte avec lui sa femme et sa fille. Son voisin ensuite il est interrogé par la police, et il va dire à l'inspecteur, il me ressemble, la voiture, la femme, le canapé, les films banals, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil? Et quand c'est Kian Kojandi qui ferme la porte, là c'est vraiment glaçant. C'est tellement révélateur de plein de choses. Je hais les gens qui se complaisent dans une routine permanente. Je hais les gens qui n'aiment pas les surprises. Je hais les gens qui ont besoin de tout prévoir à l'avance. Tiens, j'en profite, je hais également les gens qui font du tourisme de façade. Attendez, j'imite quelqu'un, vous l'avez sûrement dans votre entourage celle-là. Regarde les photos que j'ai fait en voyage à Bali. Ok, super, mais t'as rencontré des gens? Leur culture et leurs mœurs, c'est comment là-bas du coup? Ah bah, c'est différent quoi. Non mais, parlement, je veux dire, t'as pas juste pris des photos de la putain de plage quand même. Dis-moi que t'as pas juste bronzé et mangé des trucs un peu exotiques. Dis-moi que t'as parlé à des gens, que t'as vécu une aventure, que t'as des anecdotes à raconter. T'as pas fait 12 000 km pour un truc que t'aurais fait à Paris-Plage, putain. Mais putain! Voyager pour du paraître, ça ne sert à rien et ça fait juste de vous des gens détestables. Voyager, c'est l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires. Tu tisses des liens, tu récupères tout le bon des mœurs et de la culture actuelle du pays. T'y vas pour tester un maximum de nouvelles choses. Des trucs que tu fais pas au quotidien. Tu bouleverses ton quotidien. C'est une aventure, faut que ce soit marquant. Alors pourquoi il y en a autant qui jouent les touristes superficiels et qui reviennent après 2 semaines de périple et qui te disent ah attends, je vais te montrer des photos et rien de plus. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes photos? T'as rien tiré d'autre du voyage? Côté spirituel ou rationnel, y a rien. Et la meilleure anecdote que tu vas me raconter, c'est genre, t'aurais vu un moment de Thierry, il a pris un cocktail dans une noix de coco. Après, il était pompette, hein, je te raconte pas, hein. Ingérable, hein. Mais fils de pute! La prochaine fois, tu pars à Limoges, c'est pareil. Les gens, ils calquent leur routine, mais à l'étranger, genre. Et après ils vont te dire non mais c'était pour changer d'air. Écoutez bien ce que je vais vous dire, la monotonie à long terme c'est l'antichambre du suicide. Cette citation vous la trouverez nulle part. Il y a une culture de la consommation aujourd'hui, c'est effarant. On perd l'essentiel de vue. Tout à l'heure je vous ai parlé du film Fight Club. Et bah pareil, le mec est matrixé par Ikea. Il lui faut absolument les derniers meubles tendances, etc. À un moment il dit la chose suivante, quel meuble me définit en tant que personne? Sauf que je vais te dire un truc incroyable, t'es ni ta voiture ni ton boulot, et encore moins ton putain de barbecue en fait. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Réfléchissez à ça. Et pas la peine de me sortir dans les commentaires, non mais t'inquiète, le matérialisme, il y a du bon aussi, hein. La plupart des recherches s'accordent à dire que c'est un poison pour l'individu. Se complaire dedans, c'est avoir l'illusion d'être heureux. Et en réalité, ta passion shopping fait juste de toi quelqu'un de détestable et de vénal. Et si tu crois que devenir riche fera de toi le plus heureux du monde, encore une fois, c'est faux et superficiel. Déjà, à partir d'un certain seuil d'aisance, le bonheur stagne et n'augmente plus. Et en plus, t'as tout un tas de syndromes qui te guettent. Comme par exemple le syndrome du nouveau riche, ou le syndrome de la fortune soudaine. Ce qui peut entraîner des trucs très cool tels que des crises de l'identité ou de la paranoïa. Super, ça valait le coup de gagner de l'argent. Bref, la cupidité, ça ne mène nulle part. Arrêtez d'être formaté par les médias et commencez à regarder l'essentiel. Y a pas de pseudo-hiérarchie sociale ou quoi. Vous êtes pas plus heureux quand vous êtes dans les hautes sphères. La plupart des gens ont pour objectif d'avoir, au détriment d'être. Mais sincèrement, c'est quoi le plus important? Être ou avoir? Ayez le sens des priorités, vraiment. Ravivez constamment la flamme de votre ambition. Tout comme les sentiments dont on a parlé dans la vidéo avec Clara, si vous ne ravivez pas ça, ça meurt. Gardez toujours vos rêves en tête. Et évitez de vous faire des excuses. Mais là, tu vas me dire dans ce cas-là, mais Axel, c'est quoi réussir sa vie? C'est une question très délicate. Il y en a qui passent des décennies sur cette question sans jamais y répondre. Mais je vais essayer de vous faire une réponse. Selon moi, réussir sa vie, c'est vivre en accord avec ses valeurs. Donner le meilleur de soi-même dans ce qu'on fait. Rester en harmonie avec qui on est et si possible, se dépasser. Se consacrer à autre chose qu'à nous-mêmes. Apporter quelque chose à l'humanité, même très humblement, tu vois. Même juste un sourire, c'est peut-être à un instant crucial. Juste une petite plume portée au vent, tu vois. L'altruisme, c'est une des plus belles valeurs qui existent. Cultivez-la, c'est important. Pensez à ce que vous êtes sans les autres. Rien. Il y en a plein qui reprennent la fameuse citation « l'enfer, c'est les autres ». Mais il faut pas le voir comme ça, c'est hyper pessimiste. Donc soyez à l'affût de vos valeurs et soyez attentifs à ce que vous ressentez, de ce qui vous fait vibrer.
Vivez l'instant. La vie, c'est super fragile. Donc listez vos rêves. Là, je vais pas vous demander comme une petite salope de lâcher un like, de vous abonner, blablabla, j'en ai rien à foutre. Listez vos rêves, même si ça vous semble irréalisable. Tu me demandes ce que c'est mes rêves? À moi. Déjà, j'aimerais transmettre ma passion pour les maths à un maximum de mes élèves, qui puissent à leur tour porter le flambeau, tu vois. Un truc que j'aimerais faire aussi, c'est du deltaplane. J'aimerais avoir un théorème d'algèbre qui porte mon nom. J'aimerais que mon père et ma mère mettent leur ego de côté et se réconcilient un jour, avant qu'il soit trop tard. J'aimerais rencontrer des gens à travers les pays qui me tiennent à cœur et nouer des liens super forts avec eux. J'aimerais cuisiner avec un chef étoilé. J'aimerais encore sauver la vie de quelqu'un. Et surtout, j'aimerais retomber amoureux. J'aimerais retrouver le goût de la passion. Et toi? Qu'est-ce que t'aimerais faire?